Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de KTO pour un nouveau numéro du Magasos. Alors aujourd'hui, nous allons partir en Guinée à la découverte d'un dispensaire, le dispensaire Saint-Gabriel, qui existe et fonctionne grâce à une ONG de solidarité internationale. C'est Fidesco. Alors la Guinée, c'est un pays de 10 millions d'habitants, situé à l'ouest de l'Afrique, entre le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour m'accompagner durant cette émission, 3 invités qui nous ont fait l'amitié de venir en plateau. Je vous les présente tout de suite. Jean Robin, bonjour, vous êtes le directeur de Fidesco. J'accueille également Florence Decorte, vous êtes médecin, vous venez de Belgique et vous avez passé 2 ans dans ce dispensaire, donc vous serez notre grand témoin aujourd'hui. Enfin, j'accueille Yves Declercq, qui vous êtes le correspondant Fidesco pour la Guinée. Absolument. Bonjour. Alors Jean Robin, je me retourne tout de suite vers vous pour parler un petit peu de Fidesco, pour présenter l'association. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu déjà son historique et comment l'aventure a-t-elle débuté? Ah oui, on peut le faire assez rapidement en fait. Donc ça a débuté en 1981. Donc l'histoire est assez facile à raconter. Les évêques d'Afrique francophone, les évêques qui parlent français, d'Afrique francophone, étaient réunis à Rome autour du Saint-Père pour un synode sur la famille. Et puis la communauté de l'Emmanuel qui était là, qui co-animait les différentes activités, se fait interpellé par les évêques. Et les évêques francophones d'Afrique de l'Ouest nous disent, écoutez, nous, trouver des ingénieurs, des médecins, des infirmières, c'est pas trop difficile pour nous accompagner dans nos œuvres sociales, mais on veut plus que ça. On veut des ingénieurs, des médecins, des agronomes, mais qui participent à la mission universelle de l'Église, qui nous aident vraiment avec nos valeurs aussi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Et du coup, la communauté de l'Emmanuel a dit, ok, on va créer une ONG qui aura une triple mission, qui sera à la fois le développement, à la fois le partage de la foi, et en même temps l'école de vie qui permet à ces jeunes qui partent de faire une vraie expérience des pays du Sud qui les appellent. Alors Fidesco, c'est pas anodin, c'est la 4e ONG française. Alors voilà, en fait, ça dépend par quels critères vous le prenez. Si en termes de volontaires qu'on expatrie en termes de dans les volontaires pays. Sur le terrain, on est entre la 4e et la 6e place. En termes de subventions reçues par l'État français, on est à peu près dans la même chose. Alors juste pour terminer, Fidesco, le sens du mot Fidesco? Oui, il y en a 2. Alors, il y a un sens juridique et un sens qui est notre charisme, notre cœur profond. On va commencer par le juridique. C'est une organisation internationale pour le développement économique et social par la coopération. On dit chez nous une fédération, mais juridiquement, nous ne sommes pas une fédération, car nous fédérons, on va dire, 11 pays, 11 bureaux dans 11 pays. Mais en revanche, Fidesco, c'est Fidesco, la foi coopérante. Donc l'objectif aussi, c'est d'aider l'Église catholique dans le monde entier, dans ses œuvres sociales et de développement. Et vous le savez que aujourd'hui, je le dis avec force, l'Église catholique est vraiment la première ONG de développement au monde. Alors Florence, Yves, je vais me retourner vers vous. Je vais commencer par vous, Florence. J'aimerais connaître, avant qu'on parte en Afrique, au dispensaire, connaître un petit peu votre parcours et vous présenter peut-être un peu mieux. Et comment vous avez connu Fidesco et comment vous êtes rentré dans cette association? Alors moi, j'ai fait mes études de médecine et puis j'ai rapidement eu l'envie de partir. Je voulais être un médecin au service de la personne et de l'unité de la personne. Donc une fois que j'ai acquis une petite expérience de 2 ans, eh bien j'ai pris comme ça la première ONG qui m'a semblé avoir un projet compatible avec le mien. J'avais plusieurs amis qui étaient partis avec la Fidesco et donc on m'a dit directement tu pars en Guinée, on a besoin d'un médecin. J'étais la seule médecin de la promo et voilà, je me suis embarquée dans cette aventure vraiment en faisant confiance et j'ai découvert un monde tout à fait incroyable. Et voilà, donc maintenant, en plus, je continue à vivre la mission là où je suis, à Bruxelles, mais d'une autre manière. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Après votre expérience de terrain, vous avez poursuivi au sein de l'association un rôle que vous tenez un petit peu, Yves, puisque vous êtes le correspondant, vous êtes un petit peu la passerelle entre ce qui se passe sur le terrain et les futurs volontaires qui partent de France et d'Europe. Tout à fait. Donc moi, avec mon épouse Violaine, on est la base arrière de ce dispensaire, le soutien. Donc on a dans la durée le souci depuis la France et puis avec des voyages fréquents là-bas de porter voilà les soucis de gestion, les soucis matériels, les personnes et d'assurer ce soutien. Alors comment vous êtes engagé? Je crois que c'est à l'heure de la retraite que vous avez ressenti le besoin de vous engager. Alors moi je connaissais Fidesco par
pour avoir soutenu des jeunes qui étaient partis avec Fidesco dans mon entourage. Donc c'est une association que j'appréciais et auquel je contribuais financièrement comme parrain. Et puis au moment de la retraite, avec le désir de rester actif, voilà, j'ai désiré mettre mon énergie au service. Et puis on nous a proposé cette mission de suivi de la Guinée, qui est tout à fait enthousiasmante, puisque ça nous permet, tout en ayant une vie de grands-parents et régulière, d'avoir ce soutien de la Guinée, ce soutien des volontaires là-bas, ce soutien du dispensaire là-bas dans son œuvre. Alors, pour revenir au dispensaire, on va aller le voir en image dans quelques secondes. J'aimerais savoir comment l'idée a été impulsée, comment ça a été créé. Ça a quelques années déjà. Absolument. Très belle histoire déjà. Donc, à la mort du dictateur Sékou Touré, dans les années 81, je crois, le nouveau gouvernement guinéen en place a fait appel à l'archevêque de Conakry. À l'époque, c'était Monseigneur Sarra. Aujourd'hui, il est à Rome. Il a été remplacé par Vincent Koulibaly, Monseigneur Vincent Koulibaly. Donc, Monseigneur Sarra se voit confier par le gouvernement guinéen la mise en place de dispensaires pour les plus pauvres, et en particulier à Conakry. C'est vraiment l'église locale qui a été chargée par l'État du système de santé. Il y a une relation directe en tout cas. D'ailleurs, on est sur un terrain qui appartient à l'État juridiquement. Et du coup, Monseigneur Sarra se tourne vers l'ONG Fidesco et nous dit, écoutez, aidez-moi à créer un dispensaire qui puisse servir et soigner les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à la médecine traditionnelle ou à la médecine généraliste parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de la payer. Et donc nous avons créé le dispensaire Saint-Gabriel à Matoto dans les années 82. Et aujourd'hui, vous voyez, il a plus de 20 ans maintenant et nous soignons des dizaines de milliers de personnes chaque année. Eh ben on va le voir tout de suite en image. C'est François Lespès, notre journaliste, qui est parti à Matoto. Matoto, c'est une ville de la banlieue de la capitale. Une des communes de Conakry. Une des communes de Conakry, la capitale de la Guinée. Eh bien, François Lespès nous emmène tout de suite à la découverte de ce dispensaire. Nous sommes à Matoto, une banlieue de Conakry, capitale de la Guinée. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, avec 40% de la population sous le seuil de pauvreté. C'est ici qu'il y a plus de 20 ans, l'ONG catholique Fidesco fondait le dispensaire Saint-Gabriel. Aujourd'hui, le centre de santé et de soins primaires le plus important du pays. 80 000 patients par an y sont accueillis sans distinction, dans un esprit authentiquement chrétien. Jésus disait, j'étais malade, vous êtes venu me visiter, et celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et ça, les gens, ils sentent très bien qu'ils sont vraiment respectés et accueillis. Non pas à cause de Jésus-Christ, à cause d'eux-mêmes, mais qu'on reconnaît Jésus-Christ quand même en eux et que ça nous permet de le vivre. Et en même temps, je dirais, il y a tout un témoignage et du respect des autres religions, ce qui est important parce que nous sommes une minorité, il n'y a même pas 5% de chrétiens, 90% de musulmans, mais qu'on soigne tout le monde, je crois que c'est important. 8h30, c'est l'ouverture des portes derrière lesquelles se presse déjà la foule. Des pauvres de toute la région viennent ici car à l'hôpital, où règne encore la corruption, on leur demande trop d'argent. Ici, au dispensaire, on paye un prix forfaitaire très réduit qui couvre la consultation, les soins et les médicaments éventuels. Tout est compris. Donc là, c'est 9h du matin, donc c'est l'heure de pointe à la caisse. Le gardien, Émile, qui est là-bas avec la casquette, est en train d'appeler les numéros par ordre d'arrivée. Les patients sont ensuite dirigés dans les différents services. Nous retrouvons le docteur Direto pour une consultation. Présente depuis 2 ans en Guinée, elle a appris quelques mots des dialectes locaux pour pouvoir identifier les maladies. Paludisme, infection respiratoire et intestinale. Le docteur accompagne un bébé au service de nutrition. C'est un enfant qui a 9 mois, 6 kg 100. La malnutrition touche 7% des enfants à Conakry. Les infirmières établissent avec chaque maman un programme de nutrition gratuit. Un petit sachet comme ça, c'est 500 calories. Souvent 2 sachets par jour et un enfant malnutri sévère récupère en 2-3 semaines. Ça évite d'hospitaliser des enfants. 11h. Le temps d'une courte pause, le personnel du dispensaire se retrouve pour déjeuner. Marie est l'une des 3 coopérantes européennes de Fidesco. Infirmière de formation, elle a tout quitté pour servir les plus pauvres auprès du personnel guinéen. Arrivée il y a 2 mois, elle découvre encore le pays et sa culture, pleine de surprises. J'ai mangé un peu avec des piments. Beaucoup de monde dans la salle d'attente du service des soins, qui traite principalement des brûlures. Les femmes guinéennes cuisinent dans des petits fours à même le sol, autour desquels les enfants jouent. Résultat, des brûlures sévères, souvent aggravées par les remèdes traditionnels. Du coup, on a fait un certain nombre d'affiches pour expliquer aux mamans comment il fallait soigner une brûlure.
mettre de l'eau et non pas des œufs, des poils de lapin, du dentifrice, du violet, de l'huile de moteur. Des lésions parfois très graves qui nécessiteraient une hospitalisation. Donc on a le choix entre soigner comme on peut une brûlure étendue et envoyer les gens à l'hôpital en sachant pertinemment qu'ils ne vont pas y aller et qu'ils vont décéder de leur brûlure. Est-ce que tu as mieux dormi ? En salle de soins, nous retrouvons Marie qui travaille avec des moyens limités, sans médicaments, pour soulager la douleur. Je vais doucement. Est-ce que tu es prêt ? La douleur, c'est qu'on connaît, mais en France, il y a beaucoup pour évaluer la douleur. Il y a la morphine, tout plein de médicaments pour soulager. Mais c'est qu'ici, c'est vrai que la douleur, c'est difficile. On a du mal à le soulager. On fait comme on peut, un peu de paracétamol, des bonbons ou des petits ballons pour les enfants pour essayer de les calmer. Respire bien, respire quand même. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de métier d'infirmière. Enfin, c'est quelque chose qui me correspond, c'est être dans la compassion, dans l'empathie, vraiment essayer de soulager au mieux par la tendresse, par la compassion. Pour moi, c'est ça le plus important en fait. C'est que comme on n'a pas de moyen aussi de soulager la douleur, c'est au moins dire qu'on est présent avec les gens et les aimer en fait. C'est le seul moyen que j'ai en fait pour pouvoir aimer. Suite de la visite du dispensaire avec le centre de vaccination qui traite une centaine d'adultes et d'enfants chaque jour. En fait, on est approvisionné par le ministère de la Santé guinéen, qui est lui-même approvisionné par des dons du Japon, de l'UNICEF et autres. Et régulièrement, on est en rupture. Malgré ces carences, le dispensaire fait tout son possible pour soulager et sauver des vies. Lors de notre visite, le docteur Direto est appelé pour une urgence. Donc il y a Nanette qui est médecin qui vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait une suspicion de méningite. Bonjour. Ça te chauffe la main ? La gravité de la méningite dépasse les capacités du dispensaire. Il a de la fièvre, il a vomi, il a la fontanelle bombée, il est un peu raide. La maladie confirmée, l'enfant est envoyé en urgence à l'hôpital, sans toutefois savoir s'il y sera vraiment emmené. Du fait de la misère, la valeur donnée à la vie ici n'est pas la même qu'en Occident. Une évidence particulièrement frappante au service de maternité. C'est sur ce terrain que la foi chrétienne des coopérants est fondamentale. Et ça, c'est notre plus belle sage-femme. C'est notre principal témoignage en tant que catholique dans ce pays. C'est vraiment le respect de la vie du début jusqu'à la fin. Par exemple, il y a 6 mois, on a eu un petit bébé qui est né, grand prématuré. Il faisait à peine 1 kilo. Il avait du mal à respirer. Le bébé était tellement petit qu'on ne pouvait pas l'aspirer. On a expliqué aux parents qu'il fallait partir à l'hôpital. Ils n'ont pas voulu. Du coup, on a accompagné l'enfant jusqu'à son décès. On est resté. On a prié pour lui. On a pu prendre le bébé, montrer le bébé à la maman, montrer le bébé aux parents. Le papa l'a pris dans les bras et tout. Mais on ne pouvait rien faire d'autre. La journée se termine au dispensaire Saint-Gabriel. Aujourd'hui encore, près de 350 personnes démunies y auront été soignées. Florence, je me retourne vers vous, très poignant, le reportage, ça doit vous évoquer beaucoup de souvenirs. Oui, c'est sûr que c'est touchant de voir cet endroit où j'ai vécu 2 ans. Ça me touche et je trouve ça beau qu'il y ait d'autres personnes qui continuent le travail. Yves, peut-être pour faire le point un petit peu sur la situation dans le pays, avant de revenir vraiment sur les problèmes au niveau du dispensaire. Il y a eu un coup d'État au mois de décembre. C'est un pays qui est relativement instable et qui n'aide pas vraiment le travail là-bas. Je ne parlerai pas d'instabilité, puisque le régime qui a suivi M. Sékou Touré dans les années 80 a duré 25 ans. Il y a eu un coup d'État militaire à cette époque-là. Et ce qu'on vient de vivre, c'est un nouveau coup d'État militaire qui a pris la suite assez naturellement du précédent, dans le calme, mais évidemment sans aucune légitimité démocratique. Et c'est ce déficit démocratique qui fait peur pour l'avenir, parce que évidemment, c'est la pauvreté, les aspirations de la population à participer rendent la situation plus difficile. Je vous sentais réagir, c'est difficile de travailler là-bas du fait de la situation, je dirais, politique du pays, ou c'est vraiment uniquement la misère et malheureusement l'extrême pauvreté? C'est sûr que c'est un pays qui est extrêmement riche, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut avoir ici en Europe, naturellement. Et du coup,
ce qui rend les choses difficiles, c'est que l'argent, elle va pas, pour les personnes, elle ne va pas dans le système de soins de santé. Alors, à partir du moment où nous, on est en première ligne, on a besoin, pour faire du bon travail, d'avoir une deuxième ligne efficace, et on l'a pas. Donc, et puis en plus, le quotidien est quand même rendu difficile par tout ce qui nous manque. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas toujours les médicaments qu'on voudrait avoir. Donc oui, la vie en Guinée, c'est un combat, c'est plutôt de l'ordre de la survie que de la vie confortable qu'on puisse avoir ici, qu'on peut avoir Jean-Romain, ici. je vous sentais réagir. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en juin 2007 et je trouve qu'ils font un travail impressionnant avec des moyens qui sont dérisoires, quoi. C'est-à-dire, ils se battent pour faire vivre les gens, parfois les faire survivre au quotidien, et ça, c'est remarquable. Et remarquable dans une population qui, si se dispensait... Moi, quand j'y suis allé, j'ai eu la chance de rencontrer les services de l'ambassade de France, qui venaient de nous faire un don, d'ailleurs, de 60 000 €. Et le monsieur Jean, il s'appelle, celui que j'ai rencontré, m'a dit, écoutez, si vous arrêtez, vous avez 80 000 personnes de plus en Conakry qui ne seront pas soignées. Donc vous devez continuer. Ouais, parce que c'est 80 000 personnes soignées par an juste dans ce dispensaire. Absolument, c'est le plus gros de la ville. C'est le plus gros de la ville. Il m'a dit lui-même c'est le plus gros du pays. Et il m'a dit si vous arrêtez, je sais que c'est pas un système pérenne dans la mesure pérenne, je veux dire reproductible, parce qu'effectivement il ne fonctionne que grâce aux subventions de Fidesco, aux volontaires Fidesco. Mais aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas le choix. L'État de ce pays est là. Il faut aider ces gens, il faut les soigner. Ils ont besoin de nous et il faut qu'on avance. Alors justement, en quoi ces gens ont besoin de vous? On sait que c'est une pauvreté extrême. Quelles sont les principales maladies qu'on rencontre là-bas? Qu'est-ce que vous soignez principalement dans ce dispensaire? On soigne surtout les enfants et les femmes. Ça, c'est la première mission. Les enfants souffrent surtout de malnutrition, de paludisme, donc la malaria, et d'infections respiratoires. Donc ils sont à peu près 150 par jour au dispensaire. Alors après il y a aussi les adultes, c'est la même chose, la malaria est prédominante, les infections respiratoires. Après on s'occupe aussi de santé materno-infantile, donc on essaye... voit dans le reportage, les gens peuvent venir accoucher au sein du dispensaire. Il y a une maternité, donc on essaye de suivre la grossesse et puis de donner les soins aux femmes enceintes. Donc on fait un peu de tout à vrai dire. On n'a pas de soins du sida, mais on a toute la prévention et toute la détection et toute l'éducation à la prévention de la transmission mère-enfant. Donc ça... Justement, parce qu'on parle souvent Afrique, Afrique noire, beaucoup de sida, c'est une maladie qui est très présente là-bas. La prévalence est à peu près de 10%. Donc ils ont de la chance parce qu'en Guinée, il n'y a pas trop de sida par rapport à d'autres pays. Mais bon, ça existe et il faut le savoir, il faut y penser. Et surtout, essayer d'éduquer pour ne pas que cette maladie se propage. Justement, vous parliez d'éduquer. Yves, vous pouvez peut-être nous en parler. Je crois qu'il y a une éducation à la santé qui est mise en place. Essayer de faire de la prévention, de l'hygiène, peut-être des gestes basiques pour essayer d'améliorer la santé au quotidien des Guinéens. Surtout que je crois que le dispensaire se trouve dans un des quartiers les plus pauvres. Matoto est d'une des banlieues les plus pauvres de la capitale. La prévention, l'éducation et l'hygiène, ça fait partie également du rôle du dispensaire. C'est depuis le début la mission du dispensaire. Enfin, Florence en reparlera parce que les coopérants qui se sont succédés là-bas, les volontaires qui se sont succédés là-bas ont eu à cœur de mettre au point des causeries, des présentations, des affiches, comme vous avez pu le voir, des petits morceaux de télévision, enfin des petites pièces de télévision qui expliquent les choses pour justement éduquer la population. Alors la première difficulté, c'est qu'il faut le faire dans les langues locales, donc et puis oui, parce que c'est un pays francophone, il faut le dire, mais beaucoup de dialectes ça, et parfois difficulté à communiquer, on le voit parfois. Ça doit être délicat avec les patients. Comment ça se passait d'ailleurs? Il n'y a pas de solution que d'apprendre une langue locale. Alors la chance qu'on a, c'est que le soussou est la langue véhiculaire et elle est assez facile à apprendre. Puis ça nous permet de faire un pont vers le poulard qui est déjà nettement plus difficile. Et puis là aussi, on se débrouille, on apprend à communiquer de façon non verbale, à prendre des alliés. Donc la majorité du personnel est guinéen. Donc il me semble que la difficulté dans cette éducation ou cette transmission de connaissances et de formation, c'est le poids de la médecine traditionnelle et des habitudes traditionnelles familiales face à certaines règles d'hygiène ou certaines règles... Il y a un gros décalage culturel. On le voit très bien lors de la scène, je crois que c'est on lui enlève un pansement après une brûlure. Le rapport à la douleur et même à la médecine en général est extrêmement différent de ce qu'on peut rencontrer en Europe. Le décalage, vous l'avez dû, vous en tant que médecin, vous veniez d'être formé en plus en arrivant là-bas, il y a dû y avoir un gros décalage à ce niveau-là, non?
Oui, c'est exact, parce que, en fait, dans beaucoup de sociétés africaines, si vous êtes malade, on va d'abord essayer de trouver qui m'a rendu malade. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui m'a jeté un sort, c'est peut-être que j'ai offensé un génie ou un ancêtre. Avant même de soigner, quoi. Absolument. Et donc, on va d'abord aller voir le marabout ou le fétichiste pour savoir d'où ça vient. Ça, c'est dans la culture animiste, en général, dans toute l'Afrique. Et donc, quand on va aller vraiment voir, excusez-moi le terme, la médecine des Blancs, c'est déjà souvent tard. Donc, il faut arriver à faire comprendre aux gens que quand on est malade, c'est pas qu'on a reçu un sort ou que quelqu'un nous a voulu du mal, et c'est pas le marabout qui va régler le problème, mais c'est... Alors, la médecine traditionnelle, qu'ils utilisent les plantes, les herbes, peut faire des choses très très intéressantes, hein, et on a beaucoup à apprendre d'eux, je pense, de ce côté-là. Mais néanmoins, face à la malaria ou face à des affections majeures, il faut utiliser des antibiotiques, Florence le dira mieux que moi, mais il faut qu'ils évoluent là-dessus aussi, quoi. Pour revenir un petit peu sur le fonctionnement même du dispensaire, je crois que c'est très simple. Les gens arrivent, ils payent 1 €, ils ont un ticket et qui englobe l'ensemble des soins prodigués en fonction d'un petit peu de leur problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même un petit euro symbolique. Qui n'est même pas symbolique, parce que là-bas, avec 1 €, on a un grand pouvoir d'achat. Et il y a certaines familles qui n'arrivent même pas à récolter cet argent-là, parce qu'en plus, ils doivent payer le transport pour y arriver, etc. Mais c'est pratique comme système, parce que ça limite les échanges d'argent. Et nous, ce qu'on veut faire passer comme message par là, c'est que la santé, c'est pas monnayable. La santé, ce n'est pas une question d'argent, et donc on n'est pas là pour s'en mettre plein les poches. Et franchement, j'admire beaucoup les Guinéens qui acceptent de venir travailler dans un dispensaire qui a cet esprit-là. Ça demande quand même un renoncement pour eux, alors que partout ailleurs, on demande de l'argent depuis le portier jusqu'à la personne qui fait l'entretien de la salle d'opération. Tout le monde demande sa petite commission. Chez nous, on essaye de limiter ça. Il faut expliquer également que l'hôpital public en Guinée, c'est hors de prix, c'est hors d'accès pour la population moyenne. C'est payant et c'est très très cher. C'est moins cher qu'en France, mais très cher pour le pouvoir d'achat local. Et c'est vrai que nous essayons, à travers les forfaits que payent les patients et qui comprennent le droit d'entrée, la consultation, les médicaments, la suite du traitement s'ils doivent revenir, la participation aux causeries et à la formation, on essaie, à travers un forfait, d'éviter d'abord que ce soit complètement global, que les gens sachent à quoi s'en tenir, et puis d'éviter les petits bakchiches que, inévitablement, dans l'hôpital public, on leur réclame. Beaucoup de corruption. C'est un pays qui est... Beaucoup de corruption au niveau, j'allais dire, administratif et du pouvoir, parce que effectivement les richesses minières, les richesses hydrauliques du pays génèrent de l'argent qui est entre quelques mains très, très peu nombreuses au niveau de l'État. Et puis des tentations de petite corruption, j'allais dire, pour survivre, parce que quand on est très pauvre et qu'il faut terminer sa journée, et qu'on a un tout petit peu de pouvoir parce qu'on est le portier et qu'on peut faire avancer plus vite quelqu'un, mais c'est une tentation. Donc c'est ça que nous essayons d'éviter. Il faut comprendre que le salaire moyen d'un Guinéen, c'est entre 1 € et 2 € par jour. Parfois, c'est pas plus d'1 € par jour. Donc, quand vous gagnez 30, 40 € par mois, que vous avez une grande famille, eh bien, il y a des économies parallèles qui se mettent en place. Alors, c'est vrai que nous, on va qualifier cette économie parallèle de corruption, et il faut la dénoncer. Mais en même temps, moi, je me dis souvent, si j'étais à leur place, je ferais comment ? Oui, c'est leur seul moyen finalement de s'en sortir, on ne peut pas les blâmer. Ils sont obligés, c'est comme la police en Guinée, et ils vous arrêtent et ils vous demandent de l'argent avec votre permis de conduire parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Alors oui, c'est de la corruption, oui, ça gangrène le pays, oui, il faut lutter contre, mais en même temps, si on lutte contre, on remplace par quoi ? Et c'est toute la question, par quelle économie, par quel développement, et ça prendra beaucoup de temps avant qu'un système plus honnête et plus équitable se mette en place dans ce pays. Alors au sein du dispensaire, il y a des Guinéens qui travaillent. Beaucoup, bien sûr. Avec plusieurs corps de métier justement. Ah ben bien sûr, dans les effectifs du dispensaire qui sont de l'ordre de 45 personnes, il y a 40 Guinéens et 5 volontaires, enfin selon les périodes. Donc c'est d'abord des Guinéens qui sont, on a un médecin, on a plusieurs infirmiers, des agents techniques de santé qui assurent les soins, puis aussi la comptabilité, l'accueil, le portier, le nettoyage, l'entretien, enfin tous ces métiers-là. C'est une réussite quelque part parce qu'aujourd'hui on a pratiquement guinéisé tous les postes. Fidesco envoie des volontaires pour assurer la formation, s'assurer que les process soient respectés et accompagner les gens dans ce développement-là. Mais on est très fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme le dit Yves, 90% du personnel à Matoto est guinéen.
Et je crois que vous avez trouvé un système pour les rémunérer, puisque vous les payez, mais pour lutter à la fois contre la corruption, contre les dérives, éventuellement d'autres ONG qui voudraient recruter vos personnels, vous les payez également en nature, avec du riz, puisque... Yves, tu peux l'expliquer ? C'est un système qui a été mis en place il y a 2 ans. Effectivement, on voit bien que nos salaires, qui sont des salaires déjà qui ont l'avantage d'être réguliers et d'un niveau correct, ne permettent pas toujours aux familles de vivre dans la dignité et à notre personnel d'éviter les tentations. Et donc, on a pensé, il y a 2 ans, à mettre en place un sac de riz mensuel, un sac de 50 kilos, ce qui correspond aux besoins d'une famille de 2 ou 3 enfants. Donc, il leur est donné en nature. Donc voilà, chaque mois, grâce aux dons que nous recueillons, nous pouvons distribuer un sac de riz par famille et sortir un petit peu de la famine, au moins notre personnel. Parce que c'est un petit peu ça le cœur du problème, la malnutrition là-bas, c'est ce qui engendre beaucoup de maladies et que les gens se retrouvent au dispensaire. Donc de la nourriture, c'est vraiment la base de la base. Vous, en tant que médecin, je suppose que... Parce qu'il y a un service de nutrition au sein du dispensaire. Hein. Oui, et ça c'est un des avantages aussi du système forfaitaire, c'est que du coup, les personnes peuvent être prises en charge aussi au niveau de la prévention. Donc on a tout un système, d'ailleurs avec l'intervention d'autres ONG, où les enfants sont pesés, les mamans sont conseillées, éduquées. On prépare même sur place, on leur apprend à faire une bouillie. Et puis alors on a des aliments hypercaloriques pour les enfants qui sont déjà en malnutrition sévère. Mais ça concerne au moins 2 enfants sur 3, la malnutrition. Et souvent, c'est lié à un manque de... C'est vraiment un manque de denrées de base. C'est un manque aussi d'information. Plutôt d'information. Quand dans une famille, le père travaille, quelquefois la mère aussi, le choix de à qui donne-t-on la nourriture, souvent c'est le père parce que c'est lui qui rapporte la paye à la fin du mois. Et l'enfant mange après, quelquefois. Comme dans beaucoup de familles, il y a un seul repas par jour et qu'il faut peut-être que les rations de l'enfant soient plus faibles pour que le père qui travaille puisse se nourrir, ça crée un vrai problème. On a soigné 22 000 enfants dans le service de nutrition l'an dernier. On parlait de rapport à la douleur, il y a également le rapport à la mort qui est vraiment différent. On voit cette famille qui a laissé mourir son bébé. En tant que médecin, ça doit être... intérieurement, ça doit être quand même extrêmement difficile. La scène n'a pas été filmée, mais ça doit être complètement bouleversant de voir ça et de rien pouvoir faire finalement. Oui, je pense que tous les volontaires écopent de ce genre de situation, il n'y a pas que les médecins. C'est très déroutant parce que le prix accordé à la vie d'un enfant n'est pas le même que celui qu'on accorde ici et on voit mourir beaucoup d'enfants. Souvent, la question pour les familles se pose d'une manière très étonnante pour nous, c'est qu'ils ne peuvent pas payer à la fois les soins de l'enfant et les funérailles éventuelles. Donc, il y a comme ça des questions qui sont complètement inversées. Et je pense que la souffrance morale des coopérants sur le terrain est réelle parce qu'ils se sentent très démunis. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être bien encadré. Oui, parce que, en fait, on est sur le terrain et on se dit, mais si cet enfant avait été français, il serait sauvé. Parfois même pour 10 $ d'antibiotiques, on aurait sauvé un enfant. Et les 10 $, ils les ont pas. Alors, nous, on fait tout ce qu'on peut, mais quand il y a un moment donné, il faut aller plus loin, eh ben, les familles arrivent trop tard, ou elles vont à l'hôpital central, et on ne peut pas assurer la suite des soins. Et finalement, pour parfois peu de choses, un enfant va mourir, alors que s'il avait été français, dans un système classique, il aurait été sauvé sans problème. Et ça, pour un volontaire européen, c'est insupportable, insupportable. Mais il faut l'intégrer, il faut vivre avec la population, et c'est ce que vivent nos volontaires. Ils vivent dans le quartier, ils se font des amis de ces gens-là, ils vivent avec eux, ils font pas semblant. Ils portent tous les jours, parfois dans leurs larmes, ils portent tous les jours la marche de ce peuple. Et c'est admirable, mais il faut beaucoup de courage. Justement, vous parliez de volontaires, on va partir à la découverte d'une volontaire. C'est toujours François Lespèce qui l'a rencontrée, elle s'appelle Marie-Noémie. On l'a rencontrée, c'était l'été dernier, avant qu'elle parte, lorsqu'elle avait annoncé son engagement. Et puis on l'a retrouvée à Matoto, au sein du dispensaire Saint-Gabriel. Marie-Émilie, de son témoignage tout de suite. Paray le Monial, juillet 2008. Aujourd'hui, c'est la grande messe d'envoi des volontaires de l'ONG catholique Fidesco. Parmi eux, Marie-Noémie, 28 ans, qui travaille dans la finance. Dans 3 mois, elle part en République de Guinée, en mission dans un dispensaire. L'année dernière, je faisais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai atterri à Lourdes. Et à Lourdes, j'ai ressenti un appel très fort vers les autres. D'un coup, j'ai senti le besoin de vivre autre chose, mais de ne pas vivre uniquement pour moi et pour mon profit, vraiment de vivre pour les autres et avec les autres. Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur
Après 8 mois de discernement avec Fidesco et plusieurs week-ends de formation, Marie-Noémie prend sa décision. J'ai l'impression que ça a été à la fois le choix le plus facile que j'ai fait dans ma vie, parce qu'il était vraiment, je pense, éclairé par l'Esprit Saint, et à la fois le plus difficile parce que je pars 2 ans, je lâche ma vie et je ne sais pas ce qui va se passer et c'est génial. Nous te saluons. 6 mois plus tard, nous retrouvons Marie-Noémie au dispensaire Saint-Gabriel dans la banlieue de Conakry en Guinée. Comme chaque matin, la journée commence par une prière ouverte à tous qui réunit quelques membres du personnel. Le dispensaire, qui soigne plusieurs centaines de personnes démunies par jour, va ouvrir ses portes dans quelques minutes. En lien avec ses compétences, Marie-Noémie est chargée de la gestion du dispensaire, en particulier des médicaments. Pas de pâte. Marie. Nous la suivons dans la réserve où elle passe une partie de ses journées. Son rôle, maîtriser les coûts. Je compte les gants, je compte les comprimés, je compte toute la journée. C'est pas facile parce que je suis quand même venue pour servir et pour rencontrer les gens et pour découvrir une culture. Et je me retrouve à faire la méchante de service qui compte les gants et qui demande des comptes de temps en temps. Ce rôle, Marie-Noémie le remplit bien volontiers, car il permet de soigner toujours plus de malades. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. On attend des vaccins depuis 3 semaines. Ils sont enfin arrivés au centre, donc là je vais les chercher. Et c'est une grande joie parce qu'on les attendait vraiment depuis longtemps. On est en rupture sur un certain nombre de vaccins. Marie-Noémie est là depuis 3 mois. Loin de la vision un peu idéalisée qu'elle avait de la mission, elle a dû faire face au réel. Et un réel particulièrement difficile en raison du coup d'État qui a eu lieu en Guinée quelques semaines après son arrivée. À cause de cela, plusieurs coopérants ont dû être rapatriés. Les 3 jeunes femmes qui restent doivent faire face aux difficultés comme la corruption qui menace le fonctionnement du dispensaire. Exemple avec les fameux vaccins qu'elle vient juste de rapporter. Donc quand on est arrivé ici, on s'est aperçu qu'une partie du stock était périmée. Donc après un échange téléphonique un petit peu musclé, nous sommes retournés à l'autre bout de la ville pour aller chercher les vaccins. Et c'était un petit peu tendu, mais on a récupéré les vaccins et voilà, on est très contents. Voilà, encore une victoire. Pour fêter cela, Marie-Noémie va dans un petit café à côté du dispensaire où elle a ses habitudes. Là, je ferme les yeux. Et je m'imagine dans le bar le plus huppé de Montpellier, sur la Comédie. Ah, je dis bien. Un peu plus tard, Marie-Noémie va vivre un moment fort, comme il s'en vit tous les jours ici. La situation est assez agitée au service de maternité. Une femme, dont l'accouchement est commencé, est prise de panique. Elle refuse d'accoucher et veut partir. Le bébé se présente mal, mettant la vie de la mère et de l'enfant en danger. Marie-Noémie, à force de dialogue, réussit à convaincre la femme de retourner en salle de travail. Après un accouchement très difficile, auquel les 3 coopérantes participent, le bébé semble perdu. Mais contre toute attente, la petite fille est vivante. Quand elle est née, on a eu très peur pour elle. Mais elle a crié très vite et donc ça y est. Après la maman a eu d'autres difficultés puisqu'elle a eu une hémorragie. Voilà. Et là elle est en train de se faire recoudre. Donc on aimerait bien qu'elle s'appelle Mariama, parce qu'on a récité quelques Je vous salue Marie en espérant qu'elle soit vivante à la naissance. Et voilà, on est très contente. Mariam Diallo. Mariam Diallo. Oui. Marie-Noémie suggère le prénom Marial à l'heureux papa. Oui, ok, merci. Elle crie encore un peu, mais ça va finir. Ouais. Allez, on y va. 16 h, la journée de travail terminée, Marie-Noémie, Anna et Marie rentrent à leur logement dans un quartier populaire de Conakry. L'heure est à la détente après une journée difficile. Du jambon corse que m'a envoyé mon papa. C'est un rempart contre les crises de valisite aiguë. La valisite ou syndrome de la valise. Ces moments de découragement où l'on n'a qu'une idée en tête, reprendre l'avion. Le traitement,
Un peu de prière. Un bon câlin. Un bon câlin. Un peu de saucisson. Un peu de saucisson et beaucoup de rigolade. Si les trois jeunes femmes se soutiennent entre elles, elles sont aussi accompagnées par le père Roberto, un prêtre italien avec qui Marie-Noémie va visiter les prisons le samedi après-midi. Mais aujourd'hui, elle le rejoint à la messe pour son accompagnement spirituel. Une grande complicité unit Marie-Noémie et le père. Et c'est autour d'un apéritif qu'ils aiment discuter. Le père Roberto tente de faire face au moment de découragement de la jeune femme. Dès qu'on arrive à se détacher de l'angoisse, de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir fait sa part, de ne pas savoir faire, de ne pas être à sa place, pour regarder qu'au fond, le centre n'est pas là, mais le centre, il va être où? Le Christ. Comment se fait-il que Dieu envoie des manchots comme nous travailler sur des aspects les plus fragiles de sa vigne? Là où son fils souffre le plus, là où son fils est le plus mal soigné, c'est là qu'il nous envoie. Si ce n'est pas une expression d'amour, moi je ne sais pas où c'est qu'il faut la mettre, mais... Accepter sa faiblesse pour que l'amour de Dieu s'y déploie, voilà ce que Marie-Noémie vit peu à peu ici, dans la mission. Avant de rentrer, elle fait déjà le bilan de sa courte expérience en Guinée. Simplement parce que, par hasard, j'étais là, on a sauvé cette petite fille et sa maman. Donc ça redonne, là pour plusieurs jours, je suis sur un nuage. Quand je suis arrivée ici, j'ai renoncé à mon travail, ma carrière, mes amis, ma famille, mon appartement. Et en fait, je n'avais pas encore tout donné. Et en fait, tous les jours, je m'aperçois que je peux donner encore plus. J'ai appris à me renforcer dans la prière. J'ai appris à demander l'apaisement, le repos dans la prière. On n'a pas nécessairement le temps de se reposer ici, physiquement. Et donc j'apprends à me reposer en quelques minutes de prière, à me ressourcer. 21h. Marie-Noémie rejoint Anna et Marie à la chapelle qui jouxte leur maison. C'est là que tous les soirs, elles puisent la force de continuer leur mission. Car c'est bien pour suivre le Christ que ces jeunes femmes vivent cette grande aventure humaine et spirituelle. Florence, la valisite, vous avez été frappée par cette maladie quand vous étiez là-bas? Oui, c'est bien formulé. Ah, c'est sûr que presque tous les jours, il y a un moment comme ça où on se dit mais c'est pas possible, c'est vraiment trop dur. Et en même temps, chaque jour, on reçoit aussi une joie et quelque chose qui nous donne la force de continuer. Puis à la fin du compte, on a fini la mission et on est tout étonnés d'avoir réussi à faire cette mission. C'est ce moment de rendre hommage aux volontaires, parce qu'on voit qu'ils lâchent tout, c'est 2 ans. C'est à la fois très court et très long. Ouais, absolument. C'est pas anodin de s'engager. Non, c'est merveilleux. Votre reportage est absolument très beau. Non, mais c'est tout à fait ça. Ils donnent leur trip, quoi. Ils donnent leur trip et ils font pas semblant. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui nous soutiennent ou quand on est invité à donner des témoignages. Je dis, mais vous avez affaire à des jeunes qui sont les citoyens de demain. Quand ils reviennent de leur mission, ils ont le feu pour leur pays même pour la France ou pour la Belgique. Enfin, ils s'engagent. Ils s'engagent parce qu'ils savent le prix de la vie, et ça vaut tout l'or du monde. C'est une vraie école de vie extraordinaire, et on leur rend hommage partout où ils sont sur la Terre. Nous avons 31 pays de mission, et c'est un grand hommage qu'il faut leur rendre. Comment se passe... On a une majorité de jeunes, effectivement les 2/3 des 130 volontaires actuellement sur le terrain sont des gens qui ont entre 25 et 35 ans, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui sont dans la force au milieu de leur vie, qui font 1 ou 2 années de césure, et qui partent, et puis avec leurs enfants, et puis des gens qui prennent leur retraite et qui partent aussi, avec une nouvelle étape dans leur vie, avec des compétences à apporter. Donc moi je suis, comme vous, absolument admiratif de la générosité et du don d'eux-mêmes que ces gens-là font. Moi je rentre tout juste, j'ai la chance et la grande joie de rentrer tout juste des États-Unis il y a 2 jours, et j'ai rencontré donc la famille Domiolis, Flore et Emmanuel, leurs 4 petits-enfants. Lui, il a presque 40 ans bientôt, il a lâché sa carrière, son travail, son appartement, ils l'ont mis en location, d'ailleurs leur maison, et ils sont là pour soigner les hispanophones dans une région où il y a beaucoup d'immigrés hispanophones qui viennent du Mexique, de Cuba. Ils font un travail remarquable, et ils ont tout lâché, et encore une fois là, j'étais assis sur ma chaise en disant mais bravo quoi, c'est ce que vous faites, c'est génial. Alors, il y a plein de choses à régler, on y va pour ça. Néanmoins, le don d'eux-mêmes est réel. Le don d'eux-mêmes est réel. Comment se passe l'intégration des volontaires, à la fois dans le pays, dans la communauté locale, avec les gens que vous soignez? Vous êtes très bien acceptés, ou comment ça se passe?
En Guinée, en tout cas, on avait de la chance parce que c'est une population extrêmement accueillante. Donc, la force de la mission Fidesco, c'est qu'on est vraiment dans les quartiers, donc on habite avec les gens les plus pauvres, on n'est pas dans notre villa isolée du monde. Et du coup, on apprend à vivre avec le quartier, on est super bien accueillis. Très vite, l'image change, on n'est pas des sauveurs, des blancs, on n'est pas supérieurs, on est vraiment des êtres humains, on vit les mêmes difficultés qu'eux. Bon, bien sûr, on a un petit peu plus de chance sur place parce qu'on a un tout petit peu plus de moyens, mais on vit quand même simplement. Et puis, au dispensaire, le personnel, il fait preuve de beaucoup de souplesse parce que en 20 ans, ils ont vu des centaines de coopérants défiler, plus les familles, les amis et tout ça, la visite, donc ils sont habitués aux blancs, mais... voilà, on travaille ensemble, on travaille la main dans la main, et puis on apprend à s'aimer les uns les autres. Et parfois, c'est pas avec les Guinéens que c'est le plus difficile. Parfois, c'est simplement entre nous, quoi, entre coopérants. C'est-à-dire, dans le travail comment ça se passe? C'est le manque de moyens qui crée des tensions. On le voit, elle dit, je joue à la méchante, je dois compter les gants, les médicaments. C'est délicat d'arriver à vraiment fixer des règles quand on voit vraiment une situation oui, surtout délicate. Quand on n'a pas d'expérience, on arrive, on doit tout appréhender comme ça avec des moyens limités. Puis aussi, on vit ensemble, entre coopérants, on vit ensemble, on fait tout ensemble. On n'a aucun échappatoire, on ne peut pas aller au cinéma, faire un bon resto. Donc c'est quand même une situation de vie un peu... Parfois, ça crée toujours des... Avec la tension du travail, avec la tension du climat, de la vie quotidienne. Les scènes vécues doivent être les scènes vécues. Donc, si on retombe le soir... Il y a une vie d'équipe qui est à la fois une chance et à la fois une épreuve qu'il faut surmonter au jour le jour. Nous, on dit à Fidesco, c'est une école de vie. C'est-à-dire, quand vous partez en mission comme ça, vous ne pouvez pas avoir de masque. Ici, en France, on a un coup de blues, on est fatigué, on va aller au cinéma, boire une bière avec un copain. Et puis, à la limite, on peut se donner des rôles, on se déconnecte, même des rôles sociaux, psychosociaux, je ne sais pas comment il faut dire, qui fait que vous n'êtes peut-être pas toujours exactement vous-même là où vous êtes. Là-bas, c'est la réalité là, brute. Vous êtes en face de vous-même. Les blessures que vous avez, votre éducation, vos points de fragilité, tout revient. Et il faut travailler avec ça. D'ailleurs, on les prépare. On a beaucoup d'enseignements et de topos là-dessus. Mais c'est une vraie école de vie. Quand ils finissent leur mission, on a affaire à des volontaires qui ont mûri. Mais beaucoup de DRH qu'on rencontre, beaucoup de DRH qu'on rencontre nous disent, mais votre expérience de 2 ans de coopération en France, dans une vie normale, il faut 10 ans de vie d'entreprise et de vie française pour acquérir cette maturité. Ils vont beaucoup plus vite. On parlait d'engagement. Il me semble que vous, Florence, en plus du dispensaire, vous avez été dans la prison de Conakry. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? C'était toujours avec Fidesco, mais en plus en dehors de vos horaires de travail, comment ça se passait un petit peu? Oui, c'était complètement fou. Mais en fait, on est bien d'accord que c'est fou de partir en mission. Mais ça fait du bien parce qu'on s'ouvre à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc, depuis une dizaine d'années, les coopérants ont été admis à la prison pour faire des soins. Et donc, le samedi matin, avec une petite boîte contenant un matériel assez limité, ils vont soigner volontairement les prisonniers. Alors, c'est souvent l'occasion... en fait, d'être proche des prisonniers qui sont vraiment exclus et bannis de la société. Et donc, ça nous donne l'occasion de toucher à l'humain, à la relation humaine la plus authentique et la plus simple. Et donc, souvent, les blessures sont l'occasion de parler avec les personnes. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que je me suis... un peu trop donné, voilà, j'ai pas compté, c'était assez demandant émotionnellement, mais ça m'a apporté quelque chose de fou. Ça a été un peu le poumon de ma mission, parce que il n'y avait pas de demande d'efficacité. Il y avait juste la relation humaine. Et puis il y avait un suivi, c'est là que vous pouviez voir les détenus régulièrement, tandis qu'au dispensaire, ça va, ça vient, il n'y a pas forcément de suivi des soins. Là, il y avait un petit peu un travail dans la durée. Exactement, et puis on a noué des bons contacts. Il y en a même que je suis retournée voir, qui avaient été transférés dans une autre prison. Donc quand je suis rentrée en Guinée pour revoir les amis, je suis allée leur rendre visite. Et je peux dire que dans ces prisonniers, il y en a avec qui j'ai tissé une relation d'amitié. Et voilà, j'ai rencontré aussi des belles personnes dans cette prison. Alors pour élargir un petit peu, peut-être, Yves, la Guinée, c'est un pays musulman, il faut le dire. Musulman, tout à fait. Alors comment, peut-être tous les deux, je ne sais pas, comment être une ONG chrétienne sans faire de prosélytisme là-bas? C'est pas trop compliqué? Ah non.
Alors là, franchement, non. Et que les gens qui se posent des questions sur la relation entre le christianisme et le développement se rassurent. Je veux dire, le développement n'est pas le prétexte pour l'Église catholique pour évangéliser. C'est intrinsèquement lié à ce que nous sommes. C'est-à-dire que le Christ nous a dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais nu, j'étais malade, j'avais soif, vous êtes venu me visiter, vous m'avez habillé, vous m'avez nourri. Et donc, pour le chrétien, j'ai presque envie de dire que la première forme d'évangélisation, c'est d'aimer les gens sans distinction de race, de culture et de religion. C'est ce qu'a fait Sœur Emmanuel. Elle n'a jamais dit aux petits musulmans du bidonville du Caire, je te sortirai de tes cartons si tu deviens chrétien. Elle l'a jamais fait. Mère Teresa en Inde aussi. Elle a aimé les gens et les a servis avec des compétences professionnelles. Eh bien, dans un pays musulman, il est tout à fait possible de servir avec des compétences professionnelles une population défavorisés, qui a besoin d'aide, et simplement en aimant les gens. Et les musulmans le savent très bien. Ils savent très bien que si on travaille ensemble à des projets communs, en se respectant, on peut faire des merveilles. Donc le christianisme n'a pas pour objectif de dire « je vais te vacciner si tu deviens catholique ». Le christianisme, son rôle, en tout cas, c'est d'aimer les gens et de vivre l'amour pleinement jusque dans les compétences professionnelles. Et pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il n'y a pas de relation du tout dans notre ONG entre le prosélytisme et le développement. Nous ne faisons pas de prosélytisme, nous voulons servir les gens. Alors justement, oui, je dirais qu'en Guinée, l'islam ne montre pas du tout d'intolérance. Les 2 tiers de notre personnel sont probablement, enfin, en tout cas plus de la moitié sont musulmans. Et dans ce temps de prière que nous avons le matin, certains musulmans quelquefois viennent assister. En tout cas, il n'y a aucune animosité vis-à-vis de ce temps de prière. Au contraire, un respect de voir cette expression de notre foi et de croyance en Dieu qui est partagée par eux. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'au-delà, ça crée une solidarité entre musulmans Je pense que voir des chrétiens engagés, lorsque il y a des musulmans convaincus, il y a une espèce de respect mutuel qui se porte dans le climat de tolérance qui est celui de la Guinée, de l'islam en Guinée en tout cas. Alors, autre question un petit peu plus large. Arriver à lier l'humanitaire et le spirituel, c'est possible, on le voit? Écoutez, je crois que tout être humain a besoin de puiser des ressources pour faire ce qu'il fait. Il y en a qui vont vous le faire dans du yoga, dans la méditation transcendantale. Nous, les chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons à un Dieu vivant, en Jésus-Christ ressuscité. Nous croyons que Dieu nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Nous le croyons. Pour le retrouver, nous avons la parole de Dieu, la Bible, nous avons les sacrements, les célébrations communautaires et la prière individuelle, et donc nous le vivons. C'est-à-dire qu'à travers la prière, et les volontaires le disent très bien, nous essayons tout simplement de nous remettre en face du Créateur, d'essayer de retrouver notre vraie place, qui est celle de la plus belle, c'est-à-dire celle de la dignité de l'être humain au sommet de la création, et c'est notre façon à nous de vivre et de rester accroché à l'espérance. Donc voilà, donc oui, c'est absolument possible de faire du développement avec le spirituel. Le spirituel pour nous est la relation avec ce Dieu vivant qui aime l'humanité et qui nous envoie en disant mais allez-y, bossez, je suis avec vous, je vous accompagne, retroussez-vous les manches, on peut construire un monde nouveau, on peut montrer que c'est possible de changer les choses et moi Dieu, je vous le dis, allez-y, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Alors on le disait tout à l'heure, à l'issue de ces 2 ans, on revient changer, mais souvent avec la volonté de continuer au sein de l'association. Comment ça s'est matérialisé pour vous à l'issue de ces 2 années à Conakry? En fait, j'ai eu la chance, je suis tombée à Bruxelles dans une pratique de médecine générale où justement il y a pas mal de Guinéens, c'était pas fait exprès, il y a beaucoup de personnes immigrées et voilà, je suis entrée là-bas avec tout mon bagage de mission et ça a trouvé manifestement un écho parce que je pense que mes patients sont assez contents de savoir qu'on a une expérience commune, même si moi je suis allée que 2 ans, on peut parler de choses qu'on a appréhendées et vécues un peu de la même manière. Et donc c'est sûr que pour moi la mission ça a changé ma vie et que j'aurais jamais pu faire cette médecine-là avant, que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être de m'ouvrir à cette culture africaine, parce que là principalement je travaille avec des patients africains. En quoi justement, vous disiez ça a changé votre vie? Ça a changé votre vie de médecin, votre regard sur l'homme? En quoi ça a changé? Je pense que ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur le fait que on est tous des humains et puis on a des façons différentes de fonctionner, mais on a cette base commune. Puis ça m'a donné vraiment un respect très profond de l'être humain, qui qu'il soit. Et donc ça, c'est évidemment une base très intéressante pour la médecine. Après, évidemment, au niveau compétences, j'ai appris plein de choses, même si j'avais peu de moyens. J'ai appris
à utiliser mon sens clinique, à pas toujours me référer à des actes techniques. J'ai acquis une certaine confiance en moi. Et dans un coin de votre tête, vous avez envie de repartir quelque part? Ça, malgré la difficulté, on prend cette fibre et on a envie de repartir. Ça vous tente? Ah, c'est sûr, oui. Maintenant, je ne sais pas. Elle est en mission, puisqu'elle fait partie de l'équipe du comité de pilotage qui est dirigé par Yves et Violaine. Et donc, elle va en Guinée. Il n'y a pas très longtemps que tu y étais. Hein. Donc, elle fait un suivi médical du projet, elle fait de la formation. Elle vient au week-end de formation des volontaires Fidesco pour les préparer médicalement. Donc, je la considère, moi, vraiment en mission et elle nous rend beaucoup de services. Yves, si vous deviez donner un petit peu envie aux gens, aux téléspectateurs de s'engager, quel serait un petit peu le leitmotiv Je crois qu'à travers une expérience de proximité des pauvres, de proximité de situations aussi différentes de nous, on est sorti de soi-même et l'échelle de valeur quand on revient est changée. Et je vais dire la pyramide est dans le bon ordre. Donc c'est vraiment ça qui nous enrichit. Alors Jean-Robin, je me retourne vers vous. Un slogan pour nos téléspectateurs, parce que Fidesco ça fonctionne grâce aux dons. Bien sûr. Et un slogan très simple, il faut savoir que pour 1 euro donné, c'est un enfant soigné. Absolument. On achète grosso modo 80 000 euros de médicaments par an, quelques frais généraux en plus. Yves expliquerait ça plus précisément que moi. 82 000 personnes soignées par an, c'est 1 euro pour une personne. Donc moi j'ai vraiment envie de dire aux gens, voilà, on est en temps de crise aujourd'hui, c'est vrai, mais au contraire, nous, on va peut-être perdre du pouvoir d'achat en Europe, on va peut-être perdre du pouvoir d'achat pour des vacances ou pour acheter des loisirs, et parfois même des Français vont se retrouver dans la rue, on le sait aussi, mais il faut savoir que pour les pays les plus pauvres, cette crise va être beaucoup plus sévère, c'est-à-dire que les gens vont mourir de faim, les gens ne se soigneront plus, et parce que ça va toucher les plus pauvres en particulier et en premier lieu. Donc j'ai envie de dire, mais c'est justement parce que nous sommes dans un temps de crise qu'il ne faut pas baisser la garde et qu'il ne faut pas baisser l'acte de générosité. Plus que jamais, on a besoin d'aide pour aider tous ces gens. Et c'est ce qui rend aussi notre capacité à appréhender cette crise. Elle a transformé et elle a donné, et à lui donner j'ai envie de dire, un sens positif. Fidesco a besoin d'argent pour acheter des médicaments, pour envoyer des volontaires, pour soutenir ce projet. Même 10 euros, je prends. Parce que même 5 euros, je prends, parce que j'en ai besoin pour soigner ses enfants, parce que Yves en a besoin pour acheter ses médicaments, parce que Florence en a besoin pour faire son conseil technique. Alors il ne faut pas baisser les bras et il faut nous soutenir. Alors justement, pour vous soutenir, pour soutenir les petits bébés de Conakry, vous pouvez donner, alors pour soutenir Fidesco, une adresse qui s'affiche sur votre écran. C'est donc le 5 rue du Bourg-l'Abbé, dans le 3e arrondissement de Paris, et puis le site internet à la fois pour avoir toutes les informations, pour pouvoir donner en ligne, pour pouvoir éventuellement devenir volontaire et pourquoi pas un jour partir à l'étranger aider Fidesco, www.fidesco.fr. Eh bien, un grand merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre expérience. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs de KTO, pour votre fidélité. Et à très bientôt dans un prochain Magasos.